frisson est audible. Le frisson est audible. Audible. Appli de livres audio et podcast est heureux de soutenir ce programme. Les Baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ ? Prêt ? C'est parti. L'air, le ciel, semble-t-il, aspire les rêves et les quêtes humaines. Dorine Bourneton s'illumine d'un sourire radieux lorsqu'elle parle de son métier. Pilote, c'était son rêve de môme, un rêve auquel elle ne renoncera jamais. Un rêve qui fait écho aux lignes d'Antoine de Saint-Exupéry, contant son expérience des airs dans Terre des Hommes en 1939. Ce rêve la porte alors jusqu'aux régions perdues et isolées de l'Alaska. Là, le vol prend une dimension particulière, celui de faire le lien avec des communautés isolées du monde que seul l'avion désenclave. Quelles seront ces sensations nouvelles appréhendées dans les régions nordiques ? À quelle peur les pilotes devront-ils faire face ? Il ne s'agit pas de vivre dangereusement. Cette formule est prétentieuse. Les toréadors ne me plaisent guère, ce n'est pas le danger que j'aime. Je sais ce que j'aime. C'est la vie. L'aviation, c'est une passion qui remonte à l'enfance, en fait. J'ai découvert l'histoire des pionniers de l'aéropostale. J'avais à peu près 8 ans. Et c'est mon père qui lui-même était passionné d'aviation et qui m'a transmis cette histoire, ce savoir, son savoir, sa passion pour l'histoire de l'aviation. Et rapidement, j'ai été fascinée en lisant le récit de ces pilotes de l'aéropostale qui, eux, ont défriché les premières lignes aériennes de l'histoire. Ils transportaient du courrier, alors d'abord de Toulouse jusqu'à Barcelone, puis ensuite jusqu'à Tanger, ensuite Casablanca, ensuite jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et après, ils ont franchi l'Atlantique sud. Mais si vous voulez, ces pilotes partaient à la conquête du monde avec l'avion. Et je me suis dit que, voilà, plus tard, moi, je voudrais faire comme ces pilotes, partir aussi, rencontrer d'autres espaces, et que l'avion, ça serait un outil formidable pour ça. Avant de partir en Alaska, je m'étais beaucoup renseignée en fait sur la façon dont vivent les gens là-bas. Et il faut savoir qu'il y a un réseau routier qui est très peu développé. En revanche, beaucoup de gens sont pilotes et l'avion est quelque chose qui est extrêmement courant, extrêmement utilisé en Alaska parce que justement, il y a peu de routes qui desservent les villes. Et il y a des villes qui sont complètement isolées du monde. Ce qui est utilisé, c'est la plupart du temps, c'est l'hydravion parce qu'on se pose sur l'eau ou alors on peut aussi se poser sur des glaciers avec des skis. Et donc, je suis partie en Alaska en voulant faire cette expérience-là, de me poser sur l'eau. Et c'était pour moi une première. Donc, je suis partie à l'été 2017. Alors, pour vivre une expérience très particulière, parce qu'à ce moment-là, je participais à une série de documentaires sur l'aviation. Donc, c'était l'occasion aussi d'aller rencontrer des pilotes et de faire découvrir aussi au grand public l'activité aérienne dans ces contrées. Donc, on est arrivé, on était 5 personnes. Il y avait 2 caméramans, un preneur de son, le producteur. On est arrivé à Juneau, qui est la capitale de l'Alaska, en avion de ligne. Et on avait rendez-vous sur un autre versant, on va dire, de l'aéroport, avec Mike, pilote de Beaver. Un Beaver, c'est un avion des années 50, un très très vieil avion. Mais vous savez, un avion, ça ne meurt jamais parce qu'on peut tout refaire dans un avion. Si une pièce est défectueuse, on peut la changer. Si le moteur est capoute, on en change. On peut tout refaire une aile, refaire une pièce, changer les instruments de bord, etc. Donc finalement, c'est un avion, c'est éternel, quoi. Et c'est un avion extrêmement robuste, extrêmement solide, qui peut voler par toutes les conditions météorologiques, même quand il fait moins 40.
Vous allez pouvoir, va falloir, il y a toute une procédure pour réchauffer le moteur, mais réchauffer l'huile, et cetera, mais l'avion va voler, hein. Et l'avion était très joli, il était bleu et jaune. Ils ont toujours des jolies couleurs, cet avion. Et à l'avant, il y a un gros moteur Pratt & Whitney en ce qu'on appelle en étoile et qui est transformé en Alaska, avec lequel on peut soit se poser donc sur des glaciers avec des skis, soit sur l'eau avec des flotteurs. Et donc cet avion est extrêmement utilisé en Alaska pour justement transporter du fret, transporter des provisions pour les habitants des villages qui sont éloignés des grandes villes. Donc le principe, c'est que les habitants, en fait, passent commande et donc Mike travaille pour une société qui va livrer les produits qui ont été commandés par les habitants. Alors ça peut être des vivres, de la nourriture, mais aussi des médicaments ou toutes sortes de choses. Bon, pour les objets encombrants, il y a aussi, ils utilisent aussi le bateau. Et donc j'avais rendez-vous avec Mike, le pilote, pour aller livrer Tenaki Spring, une petite bourgade de, je crois, de mémoire 140 habitants, qui était à 1 heure de vol en beaver, mais sinon par la route, c'est impraticable. En fait, il n'y a pas de route qui peuvent rejoindre ce village. Et par bateau, je sais plus, mais je crois que on pouvait y mettre la journée. On décolle de Juneau, d'un lac, hein, bien sûr, comme un décollage sur une piste en herbe ou en dur, en fait. Le pilote met les gaz, l'avion prend de la vitesse, et puis au bout de quelques secondes, ça arrache du sol et on vole, quoi. C'est un avion qui est équipé de manière classique, hein, comme tous les autres avions. On a un indicateur de vitesse, un indicateur d'altitude, on a un horizon, c'est-à-dire c'est un instrument. Si par malheur on rentre dans les nuages, et Dieu sait si en Alaska il y a beaucoup d'accidents parce que il y a le mauvais temps, c'est pas des conditions faciles. Là on était en été, les conditions étaient extrêmement favorables, mais quand en hiver c'est juste l'horreur, quoi, de voler en Alaska. C'est des pilotes qui sont extrêmement courageux et extrêmement expérimentés. Je pense qu'aucun pilote français ou européen ne peut voler comme ça en Alaska. Il faut être hyper entraîné. Donc l'horizon artificiel, c'est ce qui permet aux pilotes, s'ils rentrent dans les nuages, de pouvoir situer l'avion dans l'espace, dans son environnement. C'est ce qui indique si on descend, si on monte, si on vire à droite ou à gauche, vous voyez. Donc c'est un instrument extrêmement utile dans ces pays-là. Quand on a décollé assez rapidement, on a vu de Juneau, on a vu un glacier. On avait pu se rendre compte notamment que malheureusement le glacier recule, hein, de manière très très rapide. Parce que Mike m'a expliqué où était le glacier 3 ans plus tôt et où il est aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que ça c'est assez effrayant. Puis rapidement, on a vu d'autres lacs. Il y a énormément de points d'eau. Il y a énormément de petits lacs. Puis assez rapidement, il y a toujours une zone où là, critique, où là il n'y a rien, où il n'y a que de la forêt. Et effectivement, c'est magnifique parce qu'il y a des bois partout, à perte de vue. On se dit, même, c'est angoissant parce qu'on se dit en cas de panne de moteur, où est-ce qu'on va se poser, quoi? Il n'y a nulle part pour se poser. J'ai senti dans Mike une extrême maîtrise, malgré son jeune âge, parce qu'il devait avoir 28, 29 ans, donc il était beaucoup plus jeune que moi, mais ô combien plus expérimenté.
extrêmement serein. Je pense qu'il prend son avion comme on prend notre voiture, quoi. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la météo. C'est assez fabuleux, quoi. En tout cas, s'il y avait une once d'inquiétude en lui, parce qu'à un moment donné, effectivement, il a fallu éviter une zone un peu nuageuse, il ne me l'a absolument pas fait ressentir. Je crois qu'un pilote en Alaska, encore plus qu'un pilote européen, va voler vraiment en regardant dehors. Il est toujours vraiment en avance sur son avion. Il est capable d'anticiper de manière extrême. En permanence, je pense qu'il réfléchit là, si un incident ou si quelque chose arrive, qu'est-ce que je dois faire? Où je peux me poser? Je le voyais observer l'environnement, le sol, de manière extrêmement attentive. Je pense qu'il était paré à se poser n'importe où, quoi. Le paysage monotone qui fatigue le passager est déjà autre pour l'équipage. Cette masse nuageuse qui barre l'horizon cesse pour lui d'être un décor. Elle intéressera ses muscles et lui posera des problèmes. Déjà, il en tient compte, il la mesure, un langage véritable la lie à lui. Voici un pic, encore lointain. Quel visage montrera-t-il? Au clair de lune, il sera le repère commode. Mais si le pilote vole en aveugle, corrige difficilement sa dérive et doute de sa position, le pic se changera en explosif. Il remplira de sa menace la nuit entière, de même qu'une seule mine immergée, promenée au gré des courants, gâte toute la mer. Et si même le voyage est un voyage heureux? Le pilote qui navigue quelque part sur son tronçon de ligne n'assiste pas à un simple spectacle. Ces couleurs de la terre et du ciel, ces traces du vent sur la mer, ces nuages dorés du crépuscule, il ne les admire point, mais les médite. La machine qui semblait d'abord l'en écarter le soumet avec plus de rigueur encore aux grands problèmes naturels. Seul, au milieu du vaste tribunal qu'un ciel de tempête lui compose, ce pilote dispute son courrier à 3 divinités élémentaires, la montagne, la mer et l'orage. Moi, à chaque décollage, j'ai vraiment le sentiment, dès lors que du moment où les roues ont quitté le sol, un sentiment de délivrance. Un sentiment de délivrance. Ça y est, on vole, on est libre. Alors, c'est pas seulement parce que je suis handicapée que je vis dans un fauteuil roulant. Ce sentiment-là, je l'avais aussi quand je prenais mes premiers cours de pilotage, quand j'avais 15 ans et que j'étais valide. Ce sentiment de se dire, ça y est, on est détaché du sol, on est libéré, quoi. Libéré de l'apesanteur. Et puis, on a ce sentiment très vite de prendre de la hauteur, donc de voir les paysages sous une autre perspective, sous un autre angle. Ça rend vraiment humble. Il faut beaucoup d'humilité pour être pilote. Ça nous apprend l'humilité. Et on a ce sentiment d'être porté par les filets d'air. On a le sentiment de caresser les filets d'air. Ouais. C'est très beau, quoi. On glisse, il n'y a pas d'obstacle. Mais ce bonheur-là, ce plaisir intense, profond, il se mérite. Et puis, il est fugace. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans la 3e dimension, on est en l'air, un élément où l'homme n'a rien à y faire, et que finalement, il faut aussi rester très vigilant. Moi, j'y suis allée à une période où il faisait nuit 3 heures. Pendant 3 heures, le reste du temps, il faisait jour tout le temps. Donc, un jour, on a volé jusqu'à minuit et on était comme en plein jour, quoi. Enfin, comme s'il était 10 heures du soir ici quand on est en été. Mais voler de nuit, non. J'aurais pas du tout apprécié parce que justement, on aurait, je pense, additionné les risques entre le vol de nuit où on voit rien. Parce que comment on se repère de nuit? On se repère aux lumières. Mais comme en Alaska, il y a très peu de villages,
Il y a très peu d'habitations. Je ne sais plus quelle est la densité, mais c'est le reste. Enfin, il y a très peu de villes et de villages en Alaska, donc il y a très peu de zones de lumière. Le reste, c'est on voit que du sombre, que de la forêt. Donc vous imaginez. Vous allez me dire que je pense qu'à la panne et à la tuile, mais c'est parce que j'ai eu un accident d'avion, c'est pour ça. Donc forcément, c'est quelque chose auquel je fais extrêmement attention, un point de vigilance pour moi qui est extrême, quoi. Je suis pas je suis devenue pilote de voltige, mais je ne suis absolument pas quelqu'un d'insouciant. Qui part comme ça faire des vécures aériennes en toute légèreté. Je suis consciente du danger. Et c'est parce que je suis consciente des risques que j'y arrive. Mais voler de nuit en Alaska, non merci. Je leur laisse gaiement, parce que ça veut dire aussi qu'on est en hiver, ça veut dire aussi qu'il y a du mauvais temps, ça veut dire qu'on peut être pris dans des tempêtes. Non, c'est pas pour moi, là c'est un peu too much. Cette mort du monde se fait lentement, et c'est peu à peu que me manque la lumière. La terre et le ciel se confondent peu à peu. Cette terre monte et semble se répandre comme une vapeur. Les premiers astres tremblent comme une eau verte. Il faudra attendre longtemps encore pour qu'ils se changent en diamants purs. Il me faudra attendre longtemps encore pour assister au jet silencieux des étoiles filantes. Au cœur de certaines nuits, j'ai vu tant de flamèches courir qu'il me semblait que soufflait un grand vent parmi les étoiles. Prévost fait les essais des lampes fixes et des lampes de secours. Nous entourons les ampoules de papier rouge. Encore une épaisseur. Il ajoute une couche nouvelle, touche un contact. La lumière est encore trop claire. Elle voilerait comme chez le photographe la pâle image du monde extérieur. Elle détruirait cette pulpe légère qui, la nuit parfois, s'attache encore aux choses. Cette nuit c'est faite. Il me semble que je piloterai ainsi pendant 10 années. La lune est morte. Quand j'ai commencé à prendre mes premières leçons de pilotage, j'avais 15 ans. Et j'ai fait mon premier vol solo. J'avais même pas mon permis de conduire. Et vous imaginez que quand vous avez 15 ans, que vous volez seul dans le ciel, forcément, vous n'êtes pas tout à fait hyper zen, quoi. Et vous apprenez à maîtriser non, à ne pas écouter. On ne peut pas maîtriser ses émotions, on ne peut pas maîtriser ses peurs, on ne peut pas maîtriser sa colère, sa tristesse. Mais on peut apprendre à ne pas les écouter. Et c'est ça, être pilote, c'est ne pas écouter ses peurs, à écouter ses émotions, à aller au-delà. Et c'est aussi pour ça, ce qui m'a aidé à reprendre les commandes d'un avion après mon accident, c'est que je me suis dit, non mais tu vas reprendre les commandes d'un avion, parce que l'avion, ça va t'apporter beaucoup plus que tes peurs ne pourraient t'apporter. J'ai préféré prendre le risque, quitte à avoir un jour un autre accident, plutôt que de rester sur un échec. C'était bien plus difficile à vivre que de connaître à nouveau le bonheur de voler. Quand j'ai repris les commandes d'un avion après l'accident, mon objectif, il était à court terme, c'était repasser mon brevet de pilote. Je savais pas du tout où ça allait me mener. C'était la première étape. C'était la première marche, quoi. Et derrière chaque marche, il y a une liberté. La première marche, la première porte qui s'ouvre, ouvre une autre porte, qui ouvre encore une autre porte, et ainsi de suite, quoi. Mais ça, quand on a 16 ans, on le sait pas. C'est l'expérience de la vie qui vous l'apprend. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis fière de ce parcours. Ouais. Il m'a fallu du temps pour être fière de moi. Parce que, quand même, j'en ai bavé. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut dire que j'ai réussi, j'ai obtenu des victoires, mais elles ont été quand même cher payées. J'ai quand même perdu mes jambes. Et ça, voilà quoi, il n'y a rien qui remplace vraiment vos jambes, votre liberté. Parce que, quelque part, quand on vit en fauteuil, on a l'impression de vivre d'une certaine manière en prison, d'être emprisonné.
On n'est plus libre du tout de son corps. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours une marche, il y aura toujours un trottoir, il y aura toujours un obstacle qui va nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire totalement, pleinement. Et ce sentiment aussi de marcher, ce sentiment de courir, ce plaisir-là, on en est privé. Ce plaisir si simple, si essentiel, si fondamental, on ne connaîtra plus jamais, quoi. Les courants descendants donnent parfois au pilote une bizarre sensation de malaise. Le moteur tourne rond, mais l'on s'enfonce. On cabre pour sauver son altitude, l'avion perd sa vitesse et devient mou. On s'enfonce toujours. On rend la main, craignant maintenant d'avoir trop cabré. On se laisse dériver sur la droite ou sur la gauche pour s'adosser à la crête favorable, celle qui reçoit les vents comme un tremplin. Mais l'on s'enfonce encore. C'est le ciel entier qui semble descendre. On se sent pris alors dans une sorte d'accident cosmique. Il n'est plus de refuge. On tente en vain le demi-tour pour rejoindre en arrière les zones où l'air vous soutenait, solide et plein comme un pilier. Mais il n'est plus de pilier. Tout se décompose et l'on glisse dans un délabrement universel vers le nuage qui monte mollement, se hausse jusqu'à vous et vous absorbe. J'avais déjà failli me faire coincer, nous disais-tu. Mais je n'étais pas convaincue encore. On rencontre des courants descendant au-dessus des nuages qui paraissent stables pour la simple raison qu'à la même altitude, ils se recomposent indéfiniment. Tout est si bizarre en haute montagne. Et quel nuage! Aussitôt pris, je lâchai les commandes, me cramponnant au siège pour ne point me laisser projeter au dehors. Les secousses étaient si dures que les courroies me blessaient aux épaules et eussent sauté. Le givrage, de plus, m'avait privé net de tout horizon instrumental. Et je fus roulé comme un chapeau, de 6000 à 3005. En vol, pour Tenaki Spring. On a eu une belle surprise au bout d'une demi-heure de vol. On est tombé en fait sur un banc de baleines. Vous voyez ces immenses cétacés. Il y en avait, je crois, 8 ou 9, je les avais comptés. Et quand ils sautent comme ça, on a l'impression que tout se passe, ils sont tellement gros en fait, que tout se passe au ralenti. Mais c'était beau, alors on est descendu pour mieux les observer, sans les effrayer bien sûr. Au bout d'une heure de vol, on s'est posé donc dans le petit port de Tenaki. C'est dans le sud de Juneau, la capitale. Donc c'est un village face à la mer, mais on n'est pas en plein océan en fait, c'est très escarpé. Les côtes sont extrêmement découpées, donc on a l'impression que le village fait face à un immense lac, mais en réalité c'est la mer. Ça donne l'impression d'être un très grand lac parce que tout est calme et entouré de terre.
C'est une mer qui est emprisonnée au milieu d'autres terres, en quelque sorte. L'eau y est extrêmement paisible. Il n'y a pas de vagues. C'est extrêmement, extrêmement joli. Les couleurs, un ciel extrêmement limpide. L'adrénaline, on en a à l'atterrissage, parce que l'atterrissage, c'est la phase la plus... Au décollage aussi, parce qu'il faut être très vigilant. Faut être très vigilant au décollage. S'il y a une panne ou quoi que ce soit, il faut y répondre de manière très très rapide. Et parfois, on est dans une situation où on n'a pas suffisamment d'altitude pour faire demi-tour, revenir se poser, donc c'est droit devant. Et droit devant en espérant qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc là, c'est de l'adrénaline, mais l'adrénaline, elle est, au décollage, mais surtout à l'atterrissage. L'atterrissage, c'est la phase la plus délicate, celle qui aura demandé le plus d'entraînement, celle qui demande le plus de finesse. Il faut savoir, quand on est, par exemple, à 600 pieds, savoir bien doser par rapport à la distance où l'on se trouve du terrain et la hauteur, bien doser sa pente pour pouvoir atterrir correctement et vraiment à l'endroit auquel on a décidé de poser les roues. Et ça, c'est quelque chose qui s'appréhende au fur et à mesure des entraînements. Et là, on se pose sur l'eau, donc le terrain, il est partout, quoi. Il est immense. On a l'impression de communier avec la nature. On est à la fois avion et à la fois bateau. C'est assez magique comme engin. Toutes les maisons sont face à la mer, sont alignées face à la mer. Ce sont la plupart des chalets, ce sont des petites maisons en bois, avec plein de couleurs différentes. Il y en a des bleus, des rouges, d'autres en bois foncé ou en bois clair, avec des petits pontons qui donnent sur l'eau. Tout le village est tourné vers la mer, tourné vers l'eau et donc a une activité en lien avec la mer forcément et avec la pêche. Quand l'avion arrive et se pose, Mike se charge de décharger l'avion. Alors là, certains habitants viennent chercher justement leur commande. Il n'y a pas besoin de les appeler, ils ont vu l'avion, ils l'ont vu atterrir, ils l'ont entendu. Donc, on est à peine sorti de l'avion que déjà les habitants sont là pour nous accueillir, venir chercher leur commande. Et puis aussi, Mike livre la supérette, oui, la petite supérette du coin, le seul petit coffee shop du village. Non, c'est charmant. Donc, on a laissé partir Mike parce qu'il avait d'autres vols à effectuer. Et quand il a décollé comme ça, en laissant cette traînée d'écume derrière lui, en prenant les airs, j'ai trouvé ça absolument magique. À la fois extrêmement poétique, émouvant aussi, parce que quand vous voyez cet avion repartir, c'est le seul lien que les habitants ont avec le reste du monde. Et là, vous voyez l'avion partir et le lien, vous voyez ce lien s'éloigner, se rompre quelque part. Et après, j'ai vécu quelques jours avec les habitants du village, ces habitants qui vivent vraiment en autarcie. Le seul lien qu'ils ont avec le reste du monde, c'est l'arrivée de Mike 2-3 fois par semaine. C'est avec l'eau, c'est avec l'air que le pilote qui décolle entre en contact. Lorsque les moteurs sont lancés, lorsque l'appareil déjà creuse la mer, contre un clapotis dur, la coque sonne comme un gong et l'homme peut suivre ce travail à l'ébranlement de ses reins. Il sent l'hydravion seconde par seconde, à mesure qu'il gagne sa vitesse, se charger de pouvoir. Il sent se préparer, dans ses 15 tonnes de matière, cette maturité qui permet le vol. Le pilote ferme les mains sur les commandes et, peu à peu, dans ses paumes creuses, il reçoit ce pouvoir comme un don.
Les organes de métal des commandes, à mesure que ce don lui est accordé, se font les messagers de sa puissance. Quand elle est mûre, d'un mouvement plus souple que celui de cueillir, le pilote sépare la viande avec les os et l'établit dans les airs. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une personne handicapée là-bas, un monsieur qui vit dans un fauteuil roulant. Je l'ai rencontré sur la seule route qui existe. Je sais même pas une route, elle n'est pas goudronnée, c'est un chemin. Le seul chemin qui existe et qui lui aussi suit le long de la mer aussi. Et donc on s'est croisés au 2e jour, comme ça, on a discuté, voilà. Et tous les jours, il fait le même trajet, aller, retour. Mais bon, n'oublions pas que nous sommes aux États-Unis, hein, et là-bas, il n'y a pas du tout la même approche du handicap. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, voilà, c'est pas comme encore un peu dans la tête de certaines personnes, on nous considère en France peut-être un peu comme des citoyens de seconde zone. Non, là-bas, vous êtes des citoyens à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les personnes valides. Il n'y a pas autant de... Voilà, il n'y a pas... tout est adapté pour les handicapés. C'est quelque chose d'intégré, de normal. Voilà. Peut-être que Mike, ce qu'il a trouvé génial, c'est que je reprenne les commandes d'un avion après un accident d'avion. Mais pas que parce que je suis handicapée, je vole. C'est quelque chose de plus courant là-bas. Après, par contre, oui, c'est vrai que ce paraplégique là que j'ai croisé dans les rues de Tenaki, ouais, il était assez bluffé de savoir que je volais. Mais j'avais pas tellement envie de parler de moi, en fait. J'avais plus envie de les écouter, de connaître un peu, savoir comment eux vivent. Je m'intéressais plus à leur vie à eux qu'à la mienne. Et alors, sa vie à lui, elle était très très simple. Tous les jours, elle était rythmée de la même manière. Il se levait le matin, assez tard de mémoire. Il se faisait un café. Et puis il se faisait une première promenade. Dans un sens, puis dans l'autre. Après, il mangeait. Ensuite, il faisait la sieste. Ensuite, il ressortait pour refaire sa balade dans un sens, puis dans l'autre. Puis ensuite, je crois qu'il regardait la télé. Puis ensuite, il se couchait. Et c'était tous les jours, tout le temps, pareil. Et lui semblait totalement heureux comme ça. Alors moi, ça m'aurait pas du tout convenu, hein. Alors je peux vous dire que... Parce que moi, j'aime quand ça bouge. J'ai besoin d'avoir des projets. J'ai besoin de rencontrer des gens, d'aller de l'avant. Faut que ça dépote. Mais... Je peux comprendre. Et puis peut-être qu'un jour, il était plus âgé que moi. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais me calmer moi aussi. Et que je me dirais, tiens, je me souviendrai de ce petit village perdu au fin fond de l'Alaska. Et peut-être que je me disais, tiens, je vais aller vivre là-bas. Qu'importe, Guillaume, si tes journées et tes nuits de travail s'écoulent à contrôler des nanomètres, à t'équilibrer sur des gyroscopes, à ausculter des souffles de moteur ou à t'épauler contre 15 tonnes de métal. Les problèmes qui se posent à toi sont, en fin de compte, des problèmes d'hommes. Et tu rejoins d'emblée de plein pied la noblesse du montagnard. Aussi bien qu'un poète, tu sais savourer l'annonce de l'aube. Du fond de l'abîme des nuits difficiles, tu as souhaité si souvent l'apparition de ce bouquet pâle, de cette clarté qui sourd à l'est les terres noires. Cette fontaine miraculeuse, quelquefois devant toi, s'est dégelée avec lenteur et t'a guéri quand tu croyais mourir. L'usage d'un instrument savant n'a pas fait de toi un technicien sec. Il me semble qu'il confonde but et moyen, ce qui s'effraie par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de bien matériel, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but, c'est un outil comme la charrue. C'est vraiment typiquement le genre de vol que je rêvais de faire parce que l'avion
et dans ce cas de figure, utiliser comme un outil pour aller au service des autres, quoi. Donc c'est typiquement, au départ, ce qui, moi, m'avait donné envie de devenir pilote. C'était vraiment pour remplir ce genre de mission, en fait. Et de l'avoir vécu presque, je sais pas, 35 ans plus tard, c'était un moment, émouvant. Dorine est la première femme paraplégique pilote de voltige. Porte-parole des handicapés au sein de l'Aéroclub de France, elle est engagée depuis 1997 dans la lutte pour l'accès aux brevets professionnels par des pilotes handicapés. Elle raconte ce combat et le sien propre dans 2 ouvrages. La couleur préférée de ma mère en 2002 et Au-dessus des nuages en 2015. Sa belle énergie continuera de la mener à la découverte d'espaces lointains ou proches, suspendus aux airs, légère et terriblement responsable, inspirante pour de nombreux jeunes pilotes. Les Baladeurs, une série audio Léo's Earth signée Camille Juzo, avec la musique de Alison Brassac et le mixage de Laurie Galigani. Si vous avez aimé cet épisode, des étoiles sont à décrocher sur vos applications de podcast pour nous encourager à continuer de vous proposer de belles histoires. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons pour une expérience angoissante au centre de la Terre. À bientôt.